mort d'un enfant, le suicide d'un enfant de 12 ans, qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait dû éviter, ça fait pas partie de la vie. Et c'est notre responsabilité à tous. En 2018 déjà, un repas au printemps chez ma maman, Karl a dit à table que la veille, il avait voulu se planter un couteau. Et ensuite, il part en criant et en pleurant pour se cacher dans le jardin chez ma mère. Et à ce moment-là, je confronte ma maman, je lui dis, tu te rends compte qu'il va mal là? Tu te rends compte que c'est grave? Et elle s'en rend compte, mais je crois que c'est trop pour elle. C'est trop difficile et puis elle est démunie. Au point que quand on arrive au printemps 2019 et que Karl va encore plus mal, elle me dit, je sais plus quoi faire. Moi, j'essaie de lui dire, maman, il faut que tu saisisses la justice, il faut que tu te demandes de l'aide. Elle me dit, Stéphie, il a été condamné pour des faits de pédocriminalité sur toi. On lui a donné un week-end sur 2, la moitié des vacances. La justice ne m'aidera pas. Est-ce qu'elle avait tort? Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que ma maman a été condamnée à 1 mois de prison pour non-dénonciation et non-assistance à personne en danger, pour les faits pour lesquels mon père a été condamné, donc le même jour que lui. Moi, j'avais demandé 1 euro de dommages et intérêts symboliques. J'avais pris sa défense au procès, en ce que j'avais bien séparé mon père et ma mère, je me rappelle, du président. Ce magistrat qui me demande ce que je pense de mes parents aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque, c'était Stéphie, 14 ans. Et à l'époque, j'avais dit, mon père et ma mère, c'est pas pareil. Ma mère, elle m'a fait beaucoup de mal. Oui, trop de mal. Et ce qu'elle a fait, c'est pas normal. Mais elle a jamais fait avec l'intention de me faire du mal et en retirant le moindre bénéfice de ça. Mon père, il m'a fait du mal consciemment, délibérément. Et ça a été son plaisir. Et il y a une vraie différence en cela. Donc ma maman, elle va pas bien et elle sait pas quoi faire et finalement, elle n'est pas aidée autour d'elle. Donc elle accepte que je prenne Karl en vacances avec moi. Karl en a très envie. L'idée, c'est qu'on parte depuis Paris pour la Guadeloupe où on passera quelques jours avec les enfants et en Guadeloupe, quelques jours après, on prendra un bateau pour faire une transocéanique. C'est génial, il y a un toboggan sur le bateau, pour les enfants, c'est le rêve. Et moi, qui avait tant bien que mal commencé à reprendre des études de droit après ma séparation, c'était très compliqué pour moi parce que la pension du père de ma fille suffisait pas, donc il fallait que je travaille à côté, je faisais des ménages, je donnais des cours de soutien scolaire. Et donc c'était vraiment des vacances qualitatives avec ma fille, mais Karl avait toute sa place. Il a toujours eu toute sa place auprès de nous. Et ma fille était très contente parce que c'était son tonton adoré et c'était sa première fan. Donc je prends Karl en vacances et j'échange beaucoup avec ma maman, etc. Je suis contrainte de demander l'accord de notre père. Et j'ai dit d'accord. Quand on est sur ce bateau de croisière, on avait embarqué il y a seulement quelques jours et on allait ce jour-là quitter le port pour 1 semaine de traversée en mer, donc on n'aurait jamais pu s'arrêter et quitter le bateau. Le téléphone du bateau sonne et en fait c'est le capitaine qui me dit qu'il faut rappeler mon père de toute urgence. Je comprends pas parce que j'ai pas de rapport particulier avec mon père au point d'avoir ces échanges-là. Et je comprends surtout pas pourquoi mon père a appelé la capitainerie. Donc je comprends qu'il y a un problème. J'échange quelques messages avec mon père et il me fait comprendre, parce que je lui demande est-ce que je dois me mettre à l'abri, à l'écart, etc. Et il me fait comprendre que oui, c'est mieux. Donc j'appelle. Et là, il me dit avec les mêmes mots qu'il utilisait pour remonter ma culotte plus jeune, je suis désolée ma chérie, maman s'est suicidée. Donc ma mère est morte, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans, j'ai un petit garçon avec moi qui fait du toboggan avec le club enfant à l'étage sur le pont, qui a 9 ans. Et j'ai une petite fille de 4 ans qui dort. Et il va falloir que je gère ça. À ce moment-là, je suis anéantie parce que j'ai perdu ma mère. Je suis doublement parce que Karl, il a perdu son principal repère. Et il va falloir que je lui annonce ça. J'ai 30 minutes pour quitter le bateau parce que sinon on est coincé en mer. Donc j'ouvre les valises, je jette tout comme ça dans les armoires. Ma fille se réveille parce que ça fait du bruit. Elle me dit maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis de pas s'inquiéter, qu'on part pour de nouvelles aventures et que ça va être sympa. Et je prends sur moi. Karl toque à la porte, il revenait du toboggan et il me voit avec tout ce bazar autour de moi. Il se décompose et il me dit qu'est-ce qui se passe, Stéphie? Et là je lui explique qu'il est ma priorité, que je vais lui parler. Mais que là, il faut qu'il me fasse confiance, que je ne peux pas répondre à ces questions parce qu'on n'a que quelques minutes pour partir. Et qu'une fois qu'on sera à l'hôtel, au calme, parce qu'on va quitter le bateau pour se mettre dans un hôtel, je lui parlerai. Et bizarrement, il me dit c'est maman. J'aurais pensé qu'il me disait c'est Tim, notre frère qui était malade, et direct, il a pensé à sa mère. Donc tant bien mal, on quitte ce bateau, on se retrouve dans un hôtel et je m'isole avec Karl dans la salle de bain parce que je ne trouve pas de babysitter pour ma fille. Et là, je mets mon petit frère au sol, je lui demande de s'asseoir moi aussi, je le tiens, je lui explique que je l'aime, qu'il faut bien qu'il retienne ça. Parce qu'après, il n'arrivera plus à entendre ce que je vais lui dire. Que je serai toujours là pour lui, que je ne l'abandonnerai jamais. Que je ferai tout mon possible pour l'aider, toujours, chaque instant de sa vie. Et que ce que j'ai à lui dire, c'est les choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à dire à quelqu'un. Et je lui dis, maman est morte, elle s'est suicidée. Et là, il hurle, il se contracte de toutes ses forces, et je sens son cœur se briser. Il aimait notre maman. Si ma maman a été défaillante avec moi, il a fait bien des erreurs, et qu'on peut considérer qu'elle en a forcément fait avec mes frères, elle les aimait, et je crois qu'elle a été une meilleure maman avec mes petits frères que ce qu'elle a été avec moi. Et notamment avec Karl, même si elle n'était pas très présente parce qu'elle était malheureuse,
Elle lui a donné beaucoup d'amour. Et donc ma maman a beaucoup manqué à Karl. Karl me dit très vite, dans cette salle de bain par terre, je t'en supplie, protège-moi de eux. Parce qu'il ne disait pas son papa, son père, il disait le prénom de notre père, déjà. Et je lui promets pas que je vais y arriver parce que j'en ai pas la certitude, mais je lui promets que je ferai tout ce que je peux et que si ce qu'il veut c'est vivre avec ma fille et moi, je vais le demander et on fera ce qu'il faut pour que ça se passe. Je ne lâcherai pas. Je rentre avec ma fille et Karl en catastrophe en France, depuis les Caraïbes, ce qui faisait pas mal de temps d'avion. Karl est malheureux, Karl est choqué, ma fille aussi, parce que Karl a tenu à le dire à ma fille et je lui ai dit d'accord pour qu'il lui dise. Donc il lui a expliqué que sa mamie était partie dans le ciel, qu'elle veillait sur elle. Je crois que c'est les mots qu'il a eus, effectivement. Je rentre en catastrophe en France avec les enfants tant bien que mal, 2 jours après, parce que c'était pas une mince affaire. Et je négocie, j'aime pas ce mot, mais c'est ce à quoi j'ai été contrainte plus ou moins. Je négocie avec notre père. Il accepte que je garde Karl. Et ça me permet de gagner du temps, un triste temps pour saisir la justice. Sauf que Karl, il n'a pas supporté la situation. Et un soir, il a fait une telle crise d'angoisse où il m'a dit qu'il aurait soi-disant pris des médicaments, ce qui finalement n'était pas le cas, que j'appelle les pompiers et je le fais hospitaliser. Là-bas, je supplie la pédiatre de garde de faire un signalement en me disant qu'elle engage sa responsabilité. Elle m'a dit oui, mais vous comprenez, je ne peux pas faire ça comme ça. J'ai dit non, en fait, voilà la situation. Si vous ne le faites pas, si le père débarque, il a l'autorité parentale, il peut récupérer mon frère et vous ne pourrez plus rien faire pour le protéger. C'est votre responsabilité là. Donc finalement, le service accepte de faire un signalement, ça se passe dans la nuit. La chance que j'ai eue, c'est que mon père ne décrochait pas le téléphone, parce que moi j'avais l'obligation légale de le prévenir. Il n'était pas joignable. Et donc ça s'est réglé au tribunal. Et je dirais même pire, ça s'est passé au tribunal. Les 2 années qui ont suivi la mort de notre maman, Karl les a passées au tribunal. C'était recours sur recours parce que durant la première audience devant le juge des enfants, j'obtiens la garde de Karl. Et c'est tout le vice, c'est que les droits de notre père ont été réservés, mais pas son autorité parentale. Donc il a conservé le droit, même si Karl vivait chez moi puisque j'ai été désignée tiers digne de confiance, eh bien son père avait un droit de regard sur absolument tout. L'école, la santé, les papiers d'identité. Vraiment, c'était des petites choses au plus grand, mais finalement c'était la vie de Karl, c'était son quotidien d'enfant. Et au-delà de ça, il y avait toujours dans la balance et dans les débats, parce que de 2019 à 2021, c'est plus de 7 audiences, dont un cours d'appel. Quelle enfance pour un enfant comme Karl. Karl s'est senti comme un orphelin. Il ne s'est pas senti comme un enfant qui avait encore un père, il s'est senti comme un enfant qui avait perdu son seul parent et qui n'avait plus que sa grande sœur et sa nièce. Et pendant 2 ans, il a vécu l'angoisse qu'on le force à retourner vivre de nouveau chez son père. Cette angoisse que son père ait le droit de le voir, parce qu'au début, il n'avait plus le droit de le voir pendant quelques mois. Puis après, il a eu un droit de visite médiatisé unique. Et on mettait toujours dans la balance de travailler la relation père-fils. C'était la mission des éducateurs parce que même si j'étais désignée tiers digne de confiance, il y avait ce qu'on appelle une AEMO, donc une mesure d'accompagnement éducatif, grosso modo. Et donc l'idée, c'est une éducatrice ou un éducateur qui va venir prendre des nouvelles, faire un suivi, faire également tiers entre le père et donc moi, la fille, en l'occurrence. Enfin, tout ça était très malsain. Très malsain et surtout source d'inquiétude pour Karl, puisque finalement, lui, ce qu'il avait besoin d'entendre, c'était je te crois, je vais te protéger et tu ne seras plus jamais forcé de. Parce que Karl, au décès de notre maman, il raconte des choses pas normales. Il parle d'agression sexuelle. Une première fois, dès l'hôpital. Et ça a été classé. Ça a été classé sans suite. Karl, l'été 2020, donc un peu plus d'1 an après la mort de notre maman, il me fait des révélations. Il me raconte des choses plus trash, plus graves encore. J'aime pas dire qu'il y a plus grave parce qu'un geste, c'est déjà un geste de trop. Quand notre maman décède, Karl a 9 ans. On enterre notre maman un samedi et le lundi, Karl il a fêté ses 10 ans. Quand il se confie à moi un petit peu plus tard, l'été 2020, pour me raconter de nouveaux faits dont il n'avait pas parlé, il est encore très jeune. Il a 11 ans. Et là, il me raconte des choses que je ne peux pas garder pour moi. Et légalement, je suis tenue d'en parler à son éducatrice, que je fais immédiatement. Elle me dit, il faut que vous l'ameniez déposer plainte, sinon on risque de vous le retirer, vous engagez votre responsabilité. Sauf que moi, à ce moment-là, mon avocate de l'époque me dit, Stéphie, tu ne peux pas l'amener déposer plainte, on va dire que c'est ta faute, ton père va dire, c'est toi qui lui fais dire ça, c'est toi la méchante et la responsable, etc. Donc sa parole sera complètement décrédibilisée. Donc moi, je suis coincée. Je finis par l'amener au commissariat déposer plainte parce que j'ai pas le choix et que l'éducatrice ne me laisse pas le choix. Parce que je lui dis, mais vous pouvez le prendre et l'amener vous au commissariat. Pourquoi moi? Et cette plainte-là, à ma connaissance, elle est restée lettre morte. Elle n'a jamais été instruite. La tragédie, bien que je ne sache pas si on peut parler de tragédie au singulier, parce qu'elle est plurielle dans toutes ces années, mais elle est surtout très cruelle parce que le 29 juin 2021, Karl, à ce moment-là, il a 12 ans. C'est mon petit frère, mais c'est surtout l'enfant qui n'avait pas besoin d'être mon fils pour que je l'aime tout autant. C'est celui pour qui je ne fais pas d'efforts. Je fais parce que je l'aime. J'apprends à le laisser seul depuis peu de temps, pas longtemps, quelques minutes, une petite heure, parce qu'il me dit qu'il faut que j'arrête de le couver, que je suis trop poule, et je l'étais beaucoup trop, c'est vrai. Il était en 6e, il finissait l'année scolaire, il avait des résultats excellents, il voulait devenir chirurgien neurologue. Et je le laisse seul une petite heure. Je l'ai vu avant, il allait très bien.
Je l'ai même au téléphone sur le petit trajet que je devais faire pour lui dire écoute, si t'as faim, je t'ai pas proposé. En réalité, m'attends pas, j'avais fait tel truc. Attends-moi juste pour le dessert, on se mange une petite glace tous les deux. Ma fille était gardée ce soir-là parce qu'à ce moment-là, j'étais en stage dans un EHPAD dans le cadre de mes études infirmières. Et donc, il n'y avait que Karl à la maison. Quand je rentre chez nous, normalement, il m'entend arriver avec la voiture et donc il est derrière la porte et il m'ouvre parce que j'ai forcément les bras chargés. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais j'ai toujours les bras chargés quand je garde la voiture. Et là, il n'y a personne. Je toque, je mets la poignée et elle est bloquée. Et je me dis, bah mince, bon, il allait dormir. Je pense même, cet idiot, il allait dormir, il m'a pas attendu, c'est pas cool. Enfin, j'arrive même à penser ça, tellement je suis sereine. Je me dis, bon, bah, après adolescence, il était fatigué, il avait fait du canoë avec son copain toute la journée. Et quand j'ouvre la porte, j'ai trouvé mon petit frère Karl pendu. Donc, l'horreur, ça fait 3 ans, et ça hante encore mes nuits. Mes journées, c'est des flashs permanents. Je crois qu'on s'en défait jamais, on apprend juste à vivre avec. Je l'ai décroché, j'ai essayé de le réanimer, vainement. Je suis arrivée trop tard. J'ai fait les gestes de premier secours que j'avais très bien appris à l'école infirmière. J'ai appelé les secours et j'ai prié. Et ça n'a pas suffi. Quand le médecin du SAMU vient à moi parce qu'ils m'ont isolée une fois qu'ils sont arrivés, pas que je vois tout ça, elle me dit, je vois à sa tête en fait, elle a même pas besoin de me dire, mais elle le dit quand même, je suis désolée, c'était lui. Et là, je lui dis que je veux prendre sa place. Non pas que je veux mourir, mais que je veux lui donner ma vie, je veux qu'il revienne. Je dis, je veux qu'il revienne. C'est pas possible. Je vais me réveiller. Mais à ce moment-là, je sais aussi que je suis maman. Je sais aussi que j'ai une petite fille de 6 ans qui est merveilleuse, qui est extraordinaire, qui a rien demandé dans tout ça. À qui j'explique depuis sa naissance que la vie est belle, que la vie en vaut la peine. Et que pour qu'elle me croie, et pour qu'elle la vive vraiment, cette vie-là, il va falloir que j'y croie moi-même. Donc je sais que quoi qu'il arrive, il va falloir que je tienne. Et c'est ce que j'ai fait sans être pour autant épargnée. Parce que quand Karl est décédé, quelque chose dont je parle très peu, mais chaque chose dans son temps, je dirais que je n'ai pas été épargnée par le système judiciaire. J'ai fait face à une justice qui n'a pas voulu se dire qu'elle n'avait pas vu, qu'elle n'avait pas entendu. On parle quand même d'un enfant qui, dans les couloirs des tribunaux, que ce soit en première instance, au tribunal judiciaire de Marseille ou à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a dit quand je pense à mon père, je pense à la mort. Lâchez-moi avec ça, je ne veux plus en entendre parler. J'ai le journal intime de Karl, il écrit « Cette nuit, j'ai fait le plus beau rêve de ma vie, mon père était mort. » Quel intérêt Karl avait à raconter ce qu'il a raconté, à avoir subi? Pourquoi est-ce qu'il aurait menti? J'ai toujours cru et j'arrêterai jamais de le croire. Et j'arrêterai pas non plus de me battre. Non pas parce que je veux forcément des excuses, bien que j'ai longtemps dit, et je vais le dire encore aujourd'hui, un jour la France s'excusera, mais parce que je supporte pas l'idée que mon frère Karl soit mort pour rien. Et de savoir aujourd'hui que ce qu'a subi Karl, d'autres enfants le subissent, ça pour moi c'est un véritable problème. Si ce qui est fait n'est plus à faire. Moi je raconte une histoire qui est tragique. Karl, ça va faire 3 ans qu'il est décédé. On peut considérer que c'est un fait divers peut-être pour certains. Mais Karl, c'est un enfant sur 10 en France. Si je parle simplement du fait d'être victime d'inceste, je suis un enfant sur 10 en France. Si on va au-delà de ça et qu'on parle juste des agressions sexuelles subies par les mineurs, c'est près d'un enfant sur 5. Près d'une victime sur 2 tente de se suicider. C'est pas quelque chose qui concerne personne ou qui concerne les autres. Je crois qu'il faut arrêter de se dire ça se passe que chez les autres. Il faut aussi arrêter de se dire que de toute façon c'est géré. Parce que tant qu'on l'a pas subi, tant qu'on n'est pas confronté au système, on ne se sent pas vraiment concerné. Pareil pour les politiques, je crois qu'il faut arrêter de surfer sur des grands discours, sur des grands projets. Il faut vraiment aller dans la pratique. On n'a pas les moyens de rendre la justice aujourd'hui. Une partie de moi, on voudra toujours plus ou moins à tous ces magistrats qui se sont peut-être pas assez battus, qui se sont peut-être pas assez responsabilisés, qui d'une certaine manière ont été complices. Et je crois que c'est ce que dit la magistrature aujourd'hui, c'est qu'elle se sent complice de décisions qui sont mauvaises. Et elles ne sont pas forcément mauvaises parce que les personnes sont incompétentes, loin de là. Elles sont mauvaises parce qu'elles sont rendues dans des conditions désastreuses, avec des moyens désastreux, des moyens manquants. Et moi, je crois que Karl, il a fait les frais d'une justice qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les moyens au niveau législatif notamment. C'est une vraie question, la manière dont est cadrée l'autorité parentale en France. Alors je sais qu'on vend des projets de loi, etc., des avancées, mais elles sont mineures et elles sont ridicules en comparaison des besoins. Quid de la question de la preuve dans le cadre de l'agression sexuelle? On a beaucoup trop de classements sans suite. On ne peut pas me faire croire que tous les classements sans suite sont des enfants qui mentent. Et souvent, c'est des classements sans suite qui sont décidés par le parquet, donc par le ministère public, non pas parce qu'on ne croit pas, mais parce qu'on n'a pas de quoi poursuivre, c'est-à-dire de quoi renvoyer devant une juridiction pour une condamnation. Et finalement, même dans le cadre de condamnation, et ça je le vois au quotidien, les condamnations, elles sont ridicules. Alors est-ce qu'une peine est suffisante? Est-ce que 20 ans, 30 ans, ça suffirait? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va réparer? Est-ce que ça va permettre à la personne de comprendre les actes qu'elle a commis, le mal qu'elle a fait? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est forcément qu'une maladie? Est-ce qu'on peut faire ça à son enfant et être conscient et lucide? Il y a beaucoup de questions, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a surtout pas assez de bonne volonté. Qu'on entend un peu trop souvent les mêmes personnes. Qu'il y a un véritable monopole
de ce combat-là, et ça, moi, je le regrette. Et je le vois parce que quand Karl est décédé, j'ai décidé de prendre la parole. Alors je dis j'ai décidé, mais la réalité, c'est que c'est un non-choix. Karl est mort, comment passer ça sous silence? Se taire, c'est cautionner. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je ne pouvais pas laisser la mémoire de cet enfant partir comme si c'était OK. Ne pas en parler, ça serait revenu à dire c'est une suite plus ou moins logique. Ça fait partie de la vie, mais non, la mort d'un enfant, le suicide d'un enfant de 12 ans, qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait dû éviter, ça ne fait pas partie de la vie. Et c'est notre responsabilité à tous. Moi, je considère que j'ai ma part en ce que je ne me suis pas assez positionnée. J'ai subi ce système, je suis allée dans le sens des décisions de justice, j'ai toujours respecté la loi. J'ai fait comme on me disait qu'il fallait faire, il faut travailler la relation avec le père, Karl ne fait pas sa loi, alors ok, d'accord, sinon on va vous le retirer, d'accord, Karl, écoute, je suis désolée, je ne peux pas faire plus, je t'aime, je te crois, je suis avec toi, mais si ton éducatrice elle te dit que, si la juge elle dit que, alors il faut. J'ai été complice. Peut-être qu'à mon complice, mais complice quand même. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Cette volonté de vouloir maintenir le lien à tout prix, de ne pas admettre ou de refuser ou de ne pas avoir les moyens de, que sais-je, que quand un père fait ça à son enfant, ou quand un enfant dénonce des faits pareils, un enfant comme Karl, comment ne pas le croire? Il parlait très bien. Je crois que toutes les vidéos que j'ai pu poster de lui en disent long. Il faut prendre la mesure de la situation et arrêter de croire qu'il y a une demi-mesure, qu'il y a un juste milieu, qu'il y a un compromis. On ne négocie pas avec les conséquences de l'inceste. Agresser sexuellement un enfant, c'est un crime, ça devrait l'être. Toujours. Peu importe qu'on parle d'une agression sexuelle ou d'un viol, c'est pas pardonnable. Qu'on décide de dire j'ai pardonné pour vivre en paix, pour pas vivre dans la haine, en ce sens-là, pourquoi pas? Mais est-ce que nous, la société, est-ce que nous, les tierces personnes, et encore plus les adultes qui ont la responsabilité de protéger, il n'est pas de notre ressort de venir encadrer ça et mettre des limites là où elles doivent être et là où elles ont manqué notamment? Moi, je pense que c'est ce qui a coûté la vie à Karl. Karl, il est parti à l'âge de 12 ans avec la temporalité d'un enfant. C'est-à-dire, quand on a 12 ans, 18 ans, c'est loin. 20, 30 ans, 40 ans. La faculté qu'on a, nous, adultes ou jeunes adultes, de se positionner et de voir la vie, un enfant de 12 ans ne l'a pas. Il a connu 12 ans de calvaire. À quoi il se raccrochait à mon amour? À celui de ma fille. Il voyait bien qu'on était nous-mêmes démunis et qu'on subissait ce système. Est-ce qu'il s'en est pas voulu aussi, de voir à quel point je prenais très très cher, juste parce que j'avais choisi de me positionner pour lui? De voir ce père qui m'accule dans un tribunal, qui me traite de tout, responsable de tous les maux et tous les malheurs, et finalement personne pour prendre ma défense, et un magistrat toujours entre deux qui ne fait pas taire monsieur. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il est vivant. Il a 30 ans de plus que moi, puisqu'il m'a eu à 30 ans. Il a donc 57 ans. Il est papa d'un petit garçon qui est né en 2015. De ce que je sais, il a toujours le droit de le voir. J'ai fait des courriers dans les tribunaux de sa région pour informer de la situation, bien que je considère que ma parole a été partagée, me semble-t-il jamais assez. Et il semblerait que l'information ait été ouverte, mais il va très bien. Il va mieux que moi. Et surtout, lui, il est vivant. On me demande souvent comment je fais, et je sais que je lis beaucoup de bravo, je t'admire, et personnellement, c'est pas ce que je recherche. Et c'est vrai que c'est une question à se poser. Moi-même, je me demande parfois comment je fais, surtout dans les moments où c'est difficile. Il y a une métaphore que je donne souvent, qui est celle des vagues, c'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est un océan avec des vagues. Et quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Ce qui m'a sauvée, c'est cette lucidité dans les moments où j'ai le sentiment de me noyer, cette pensée que je sortirai jamais la tête de l'eau. D'avoir également celle de me dire, tu vas t'en sortir. C'est qu'une vague, c'est qu'un moment difficile. Et j'ai, je pense, toujours cette conscience et cette temporalité de me dire, j'ai été heureuse avant, je vais y arriver après. J'ai aussi, je pense, j'aime pas dire que c'est ma fille qui m'a sauvée parce que ça voudrait dire que tout tient à elle. Et je crois que c'est lui faire porter beaucoup. Mais évidemment, ça a joué. J'aime ma fille plus que tout au monde, d'un amour maternel, éternel, fusionnel et inné. Et je crois très sain également. Et je suis de ces enfants qui ont perdu l'un de leurs parents. J'avais 22 ans quand ma maman s'est suicidée. Certes, c'est la maman que j'ai décrite, mais c'était ma maman quand même. Et j'ai été le premier témoin de ce que ça a fait à mon petit frère Karl. C'est parce que je sais à quel point ça peut faire souffrir un enfant. Enfin, je pense que d'avoir assisté à la souffrance de Karl, ça m'a d'autant plus responsabilisée. Et j'ai fait le choix de mettre au monde un enfant qui est extraordinaire. Et je lui dois de faire de mon mieux au quotidien pour qu'elle ait non seulement une belle vie, mais que j'en ai une aussi. Parce qu'un enfant ne peut pas être épanoui si ses parents ne le sont pas. Et je dois à ma fille de prendre soin de moi. Je dois à ma fille de croire ce que je lui raconte. Il ne suffit pas de le dire, il faut le penser, il faut le vivre, il faut l'appliquer. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle je m'emploie au quotidien. Je pense aussi que j'ai appris, d'une certaine manière, à être indulgente avec moi-même. Et que dans mon malheur, la vie m'a tellement habituée à la souffrance, que je me connais dans celle-ci. Et que je sais que c'est long. Je sais aussi que c'est compliqué. Je sais aussi que tout n'est pas tracé. Et donc, quand Karl est décédé, et j'ai vraiment eu le sentiment que mon monde s'arrêtait là. J'aime bien écrire des poèmes parfois sur les réseaux, ça me soulage. Mettre des mots sur les mots, c'est quelque chose que je fais souvent. Et je dis souvent cette phrase qui est qu'une partie de moi s'est envolée avec lui. Et j'ai encore ce sentiment.
bien que du temps se soit écoulé. Et je dirais même que ce sentiment-là, il est intact à ce qu'il a été ce 29 juin 2021. Il y a une partie de moi qui ne reviendra pas. Toute ma vie, je vais souffrir. Je suis condamnée à la souffrance. Le suicide de Karl, c'est pour moi une condamnation à perpétuité. Je ne pourrai jamais oublier. Je passerai ma vie à regretter. Je me le souhaite de tout mon cœur de refaire ma vie un jour, d'avoir d'autres enfants, de réussir les études, ce en quoi Karl croyait, peut-être plus que je n'arrive moi-même à y croire, mais toujours est-il que je vais porter un poids pour toute ma vie. C'est pas seulement l'inceste, c'est pas seulement la mort d'une mère, c'est pas non plus la mort d'un frère qui était malade, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que 6 mois avant la mort de Karl, mon petit frère Tim est décédé des suites de sa maladie. Et ça a été doublement tragique en ce que notre père nous a traînés au tribunal, notamment mon frère cadet, Peter et moi, parce qu'il refusait qu'il soit enterré avec notre maman. Et quand Karl est décédé, il a fait exactement pareil. On a dû régler ça dans un tribunal. Mais cette fois-ci, le tribunal a tranché en ma faveur, en me désignant comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités de funérailles, ce qui n'avait pas été le cas pour Tim. Donc mon petit frère Tim, aujourd'hui, il est seul dans un cimetière, ce qui n'est pas le cas de Karl et ma maman, qui sont réunis. Je crois que c'est important de dire que ma force, je la dois aussi à autrui. Je l'ai dit lors de mon premier témoignage, et je le pense toujours aussi vivement aujourd'hui, c'est-à-dire que dans ma vie, ceux qui me devaient tout n'ont rien fait pour moi. C'est triste, mais c'est vrai, rien. Je n'ai pas de famille. Il y a des gens de ma famille en France et ailleurs, mais ce ne sont pas ma famille. J'ai pas pu compter sur eux. Et ils vivent avec leur conscience, semble-t-il, sans problème. Ils m'ont jamais aidé. Et ils n'ont jamais rien fait pour moi, et pas même pour Karl, je crois. En revanche, des personnes qui me devaient rien, à partir du moment où elles ont entendu ça, à partir du moment où elles ont su, elles m'ont aidé, elles m'ont soutenu. Et je dois à ces milliers d'inconnus le fait d'aller aussi bien. Parce que face à l'horreur, ces personnes-là m'ont montré un exemple d'humanité, de bienveillance, d'altruisme. Et ça, au-delà de faire chaud au cœur et de réconforter, ça m'a inculqué une idée et une pensée que j'ai très souvent, à savoir, tu peux pas dire que tout va mal, tu peux pas dire que tout est pourri. Certes, il y a tout ça, tout ce que je viens de raconter, mais il y a aussi tout le reste. Et je suis très reconnaissante à toutes ces personnes qui, par un petit geste, ou un plus gros, mais il n'y a pas de petits gestes, c'est un peu le credo de mon asso, ont contribué à me donner le sentiment que j'étais pas si seule, que j'étais pas si nulle, que j'étais pas si coupable, et que j'avais un avenir devant moi. Et que des personnes qui ne me connaissaient pas, qui ne me devaient rien, croient en moi plus que personne n'y a jamais cru autour de moi. Ça m'a permis petit à petit de retrouver une certaine confiance en la vie et de faire ce que j'ai fait, à savoir fonder cette association qui aura bientôt 3 ans puisque je l'ai créée fin 2021, de la développer, d'y consacrer un temps plein bénévole quotidien, de reprendre des études parce que si après ma séparation, j'ai repris des études, donc des études de droit, puisque j'ai très vite su finalement ce que je voulais faire, à savoir du droit, devenir avocate, pour tous ces enfants notamment. Et bien quand ma maman est décédée, j'ai pas eu le choix que d'arrêter mes études pour aller travailler. Parce que pour avoir la garde de Karl, selon mes avocats à l'époque, c'était mieux de présenter un contrat de travail. Bien que c'était finalement pas très rentable. Et au bout d'un an, ça s'avérait plus rentable, donc on m'a dit, finalement vous pouvez reprendre des études, mais reprendre des études de droit quand on doit assumer 2 enfants seuls, c'est pas possible. Donc je suis partie en école infirmière. C'était pas ma passion ni ma vocation, mais c'était un moindre mal et ça me permettait d'exercer un métier humain et d'avoir les moyens d'assumer les enfants à terme, et notamment Karl. J'étais seule à assumer pour Karl. Et Karl, il voulait faire de grandes études et je mettais un point d'honneur à ce qu'il ne vive pas ce que j'ai vécu, à savoir s'assumer seul à l'âge de 16 ans. Quand Karl est décédé, j'ai suspendu cette formation infirmière. Elle n'avait de sens que de son vivant. Et j'ai créé cette association. Et il y a un petit peu moins d'1 an, en septembre 2023, j'ai repris mes études de droit. Je les ai reprises grâce à l'aide d'inconnus, parce que je n'avais pas les moyens de reprendre ces études. C'était soit j'allais travailler, je m'occupais de l'association, soit je m'occupais de l'association et je reprenais des études, mais auquel cas, comment je payais mon loyer ? Je n'ai pas des ambitions démesurées, je vis en logement social. Mais il y avait cette réalité matérielle et il faut y penser. Et je suis maman avant tout et ma fille n'a pas payé le prix de mon engagement. Elle n'a pas besoin de partir à Bora Bora tous les jours, mais elle a le droit d'avoir une vie. Et ce sont tous ces inconnus qui se sont cotisés et qui le font encore aujourd'hui pour m'aider à payer mon loyer, mes courses, pour pouvoir m'investir autant dans cette association où je suis bénévole et en même temps reprendre ses études. Donc là, je suis en passe de valider ma licence de droit. L'association Karl, j'aurais aimé qu'elle porte un autre nom. Comme ma parole aujourd'hui, j'aurais aimé qu'elle ait peut-être pas mon visage. Parce que pour ma part, j'ai toujours su qu'un jour, je témoignerai. Mais j'ai jamais pensé le faire en mon nom. J'ai toujours pensé sous couvert d'anonymat. Quand Karl est mort, tout a été une triste évidence. Impossible de garder le silence et impossible de ne pas m'engager. J'ai créé cette association sans aucune prétention, en sachant que j'étais pas un cas isolé, en connaissant les chiffres, mais je mesurais pas. Et finalement, aujourd'hui, l'association Karl, c'est plus de 50 000 personnes qui la suivent. C'est des milliers d'adhérents, c'est des centaines de victimes aidées. C'est beaucoup, beaucoup de travail et c'est beaucoup, beaucoup de demandes, plus que ce à quoi on peut répondre. Donc souvent, au quotidien, on se retrouve à faire des tris qui sont difficiles. On a fait le choix de prioriser notamment les mineurs, c'est-à-dire les enfants qui se confient à nous en première intention, qui n'ont même pas de parents protecteurs sur lesquels compter. On aide aussi les parents protecteurs autant qu'on le peut,
avec les moyens qu'on a. On n'est pas subventionné, on marche que sur le bon cœur des gens, sur les dons. Mais je crois qu'on a déjà fait beaucoup. Et surtout, je crois, la particularité de l'association Carle, c'est cette proximité. C'est aussi cette faculté qu'on a d'être un petit peu partout. Nous, on accompagne psychologiquement, juridiquement, socialement. On fait de l'individuel, du sur-mesure. Donc, les personnes ne sont pas des dossiers, ne sont pas des numéros. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner et aider le jeune dans sa résilience. Il ne suffit pas juste de dire « je te crois, je suis là ». On ne peut pas se substituer à la justice, et ça, je sais que c'est difficile pour les gens de l'entendre. On ne pourra pas remplacer une décision de justice qui n'a pas été rendue. On ne pourra pas condamner un homme qui ne l'a pas été. On ne peut pas régler ça. Par contre, on peut accompagner, et c'est ce qu'on a fait depuis le début. De par toutes les demandes qu'on a reçues, on a été amené à très vite se restructurer. Aujourd'hui, l'association Carle, c'est plus de 100 bénévoles. C'est un pôle par région en France, notamment en ce qui concerne notre activité principale, à savoir l'aide directe aux victimes. Au-delà de l'aide aux victimes qu'on apporte, on fait aussi beaucoup de prévention. On a un pôle dédié pour cela. Donc ça consiste à des témoignages, à une grande communication sur les réseaux sociaux, à pas mal d'événements aussi, aux convives publics, des conférences, etc. On a un pôle résilience où là, on va occasionnellement intervenir dans les structures de placement pour enfants, notamment les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, qui sont des foyers, si je parle un peu plus vulgairement. On va donc pour les fêtes de fin d'année ou des moments un peu clés où le manque se ressent particulièrement de famille et d'amour, je crois, essayer de donner à ces enfants ce qu'ils n'ont pas et ce que l'État ne leur offre pas, parce que certes, il y a des budgets, mais souvent, ces enfants-là, ils ont le sentiment qu'ils sont en marge de la société, qu'ils font un peu pitié. Et nous, au contraire, on essaie de leur apporter le sentiment qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils le sont, et ils sont tout aussi importants que les autres enfants. On va, dans ce cadre-là, également organiser des vacances tous les étés pour les enfants. C'est des enfants qu'on accompagne et pour lesquels on va organiser des séjours. L'association Carle, c'est une association qui est en constante évolution. Ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas ce qu'elle sera demain. Et c'est tout ce que je lui souhaite. C'est pas de transférer la mémoire de Carle sur d'autres enfants, mais c'est simplement de faire face à une réalité qui est qu'il y a beaucoup trop de victimes en France et même ailleurs. On est beaucoup sollicité aussi en Belgique, en Suisse. C'est apporter à tous ces jeunes une proximité, leur dire qu'ils ont une raison de se battre, de s'accrocher. Dire aussi à tous les adultes qui n'ont pas été reconnus victimes ou qui l'ont été mais qui vivent très mal avec ce qu'ils ont subi, qui ne sont pas tout seuls non plus, qui sont capables, qui peuvent avoir une très belle vie, qui peuvent être heureux, qui peuvent être de bons parents, je crois que c'est important de le dire. On n'est pas condamné à reproduire, on peut s'en sortir. Amener aussi, je crois, un peu de santé mentale, parce que c'est important. Il y a aussi une part de nous qui, je crois, quand on est victime, va venir occulter le traumatisme. Et si on veut aller mieux, et je ne dirais pas guérir parce que ce n'est pas une maladie, encore faut-il admettre et accepter que ce soit passé. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il y a deux options face à de tels traumatismes. Soit on fait comme si ça s'était jamais passé, mais tôt ou tard, ça revient comme un boomerang. Et là, bonjour, les conséquences peuvent conduire à des suicides. Dans tous les sens du terme, à l'inverse, on peut choisir de dire, voilà, ça s'est passé, je l'ai vécu. Et je vais devoir composer avec ça, vivre avec ça. Et là, je crois que la donne, elle change véritablement. Et à mon sens, c'est en agissant ainsi, en pensant ainsi, qu'on a vraiment une chance d'y arriver. Au-delà de ça, je crois qu'on ne dira jamais aussi à quel point toutes ces personnes, moi la première, on n'est pas toute seule. Et c'est en ce sens-là que c'est important de libérer la parole. Bien que j'aime pas trop ce terme parce que je crois que ça fait des décennies que la parole est libérée, on en parle. Certes, le fait d'avoir autant accès à l'information, le fait qu'on soit très connecté dans nos générations y contribue, mais la réalité, c'est que les victimes, elles ont presque toujours parlé. Mais est-ce qu'on était capable de les écouter? Je reçois régulièrement des messages de personnes qui se demandent comment réagir face à la parole d'un enfant qui dénonce avoir subi tel ou tel sévice, et notamment les sévices sexuels. Et je crois vraiment que c'est du cas par cas. Mais ce qui est très important, c'est de dire à l'enfant qu'on le croit, qu'on est là pour lui, qu'il a très bien fait de nous parler, qu'il peut nous faire confiance, qu'il n'est pas tout seul, qu'on va l'aider. Et j'irai au-delà parce que je peux donner 1000 conseils sur comment répondre à un enfant. Mais je crois que ce qui est important, c'est de dire à tous les adultes qui m'écoutent de ne pas minimiser, de garder les yeux grands ouverts, de vraiment prendre au sérieux l'enfant, dans son sous-entendu, peu importe ce qu'il dit. Il vaut mieux poser des questions pour rien que de ne pas les poser parce que les réponses risquent de nous gêner, de nous confronter à une réalité qu'on ne veut pas affronter. Je pense que la réalité de l'inceste, elle passe aussi par la prise de conscience des grands. C'est notre devoir à nous d'être courageux. On ne peut pas demander aux enfants victimes d'en parler le plus vite possible. Parce qu'il faut arrêter de croire qu'un enfant qui subit ça, il va le dire direct. Malheureusement, c'est rarement le cas. Mais il peut le dire. Mais comment est-ce qu'il va réussir à le dire à des adultes qui n'arrivent même pas à en parler? Et c'est en ce sens-là que la prévention, elle est essentielle. Arrêtons de nous cacher derrière des « ils sont trop jeunes, on ne peut pas parler de ça ». Il y a un discours à tenir à tous les âges. Il y a des façons d'aborder ces sujets-là. Mais moi, je pense que c'est vraiment très important d'en parler aux enfants, de leur montrer qu'on est à l'écoute, qu'ils peuvent tout nous dire, qu'on ne les jugera jamais, qu'on sera toujours là pour eux. Et même en tant que professionnel, à l'école, je pense que c'est vraiment un milieu qui est clé. Ce sont des personnes ressources pour les enfants.
Si j'avais eu une personne à l'école qui s'était un tant soit peu intéressée vraiment à moi, qui avait su déceler ma tristesse et mon désarroi, je me serais sûrement confiée à elle. Ça se joue à peu. Et je dirais aussi que ces personnes-là n'hésitent pas à se poser des questions. Il vaut mieux se poser des questions que se dire que finalement on se fait des films. Si je pouvais dire une seule chose au gouvernement français, c'est travailler votre position et apprenez à écouter. Alors je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je suis quelque peu excédée et fatiguée de la République des copains. Je dis ça, mais moi je n'ai pas de parti politique affilié. Je crois que la protection de l'enfance, elle concerne tous les milieux, toutes les personnalités quelles qu'elles soient. Je crois que c'est notre responsabilité et notre engagement que d'en faire un véritable sujet. Et on doit s'investir sur cette question. Pour autant, j'ai ce sentiment, et c'est ce que je constate depuis près de 3 ans, qu'on entend toujours les mêmes personnes et surtout que ce sont toujours les mêmes discours qui sont tenus. Et je dis ça, j'ai pu être amenée à travailler avec notre ancienne secrétaire d'État chargée à l'enfance, Mme Combel, qui a fait des choses bien. En tout cas, c'est la seule personne qui a pris le temps d'elle-même de me recevoir et qui a véritablement, je pense, adhéré à ma parole. Quand on arrive et qu'on s'appelle Stéphie et qu'on a un vécu si dramatique et qu'on n'a pas encore le bac+12, mais j'y viendrai, c'est plutôt difficile d'être entendu. Mais moi, je crois que justement aujourd'hui, les Français et les enfants, ils ont besoin qu'on sorte de cette étiquette, costard, cravate, en bonne et due forme, et qu'on se rapproche d'eux, et qu'on humanise un petit peu tout ça. Idem pour le système judiciaire. Je sais que les magistrats sont tenus à bien des devoirs, mais je crois que la magistrature l'a aussi compris. Les citoyens français ont besoin de proximité. Face à un tel fléau, je crois qu'il faut ramener un peu d'humanité. Parce que si on ne pourra pas réformer tout le système judiciaire, qu'on ne pourra pas condamner tous les coupables, parce que la loi pénale est ce qu'elle est, et on ne pourra pas condamner sans preuve, et ça c'est quelque chose, tu l'entends droit, je l'entends plus ou moins. Pour autant, on peut aider ces enfants autrement. Et déjà en les considérant et en arrêtant de raconter des grands discours qui ne se vérifient pas en l'espèce. Ça, je crois que c'est essentiel.